grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 19 décembre 2014. Bienvenue à cette émission. Malgré les députés sont très occupés aujourd'hui et le Forum de la presse prend ses droits dans cette émission. Ce sera donc consacré à l'actualité de la semaine, qui sera décortiquée par trois de nos confrères. Mais nous avons une dame avec nous, Awa Simega de Kunafoni.com, Yuba Konate de Zénith Ballet et enfin Ami B. Sissé de Radio Séné. Nous vous présentons toute notre fierté pour cette émission donc avec les confrères de la presse. Je suis Famoussa Sidibé, Sedumbo est à la technique. Studio Tamani. L'émissaire spécial des Nations Unies pour le Sahel, l'Éthiopienne Ruth Gebre Selassie, a averti que si la crise libyenne n'était pas rapidement réglée, de nombreux États de la région pourraient être déstabilisés. Vous aurez compris, nous sommes donc dans la première partie de ce grand dialogue consacré à l'actualité de la semaine. Et cette actualité de la semaine comprend également le sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur le Sahel, la sécurité dans le Sahel. Et pour cette première question, Yuba, est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous pensez la même chose que l'Observateur des Nations Unies? Merci Famoussa de me permettre une fois de plus d'affirmer et de donner mes points de vue par rapport à l'actualité de la semaine dans notre pays. Évidemment que si la crise libyenne n'est pas vite arrangée, ça va davantage compliquer la situation. Mais moi, j'ai un peu de réserve par rapport à ces sommets qui se succèdent. Je ne sais pas si vous avez constaté que déjà l'Union africaine, même déjà par rapport au sommet de Dakar, a pris un certain recul. Et officiellement, l'Union africaine n'a pas voulu dire que ce n'était pas de son goût, que cette réunion qui avait des allures de putsch de la part de Macky Sall, puisque Macky Sall a un agenda, tout le monde le sait. Bon. Qui est? Ça, je vais le taire pour le moment. Donc, vous comprenez, depuis le sommet de Paris, juste un an après le sommet de Paris, il y a eu tellement d'initiatives qu'on n'a même pas le temps d'évaluer les sommets qu'on en tient d'autres encore. Donc, il y a un problème. Il va falloir peut-être qu'on permette d'abord qu'on fasse le bilan des sommets, qu'on regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour prendre les leçons de ce qui n'a pas marché et projeter de faire d'autres sommets. Mais des sommets qui se succèdent, ils vont à Dakar, ils vont à Nouakchott, ils vont finalement... Et les résultats, tout le monde les connaît, puisque depuis plus de 2 ans, nous sommes dans presque un statu quo, sinon c'est l'insécurité qui gagne le terrain. Et donc, comme ce que dit madame la représentante de l'Union africaine, moi je suis carrément d'accord. La Libye est un foyer, c'est vrai, mais tout le monde en fait semblant, comme tout le temps. Mais Boko Haram est plus qu'un foyer aujourd'hui, tout le monde le sait. Et Boko Haram ne va pas tarder à, déstabiliser et le Niger, et le Cameroun, et le Tchad éventuellement, c'est sûr. Donc, il va falloir peut-être qu'on prenne un peu de recul. C'est sûr qu'il faut prendre des initiatives, mais qu'on donne le temps aussi au temps de faire le bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché pour pouvoir donc se projeter. Alors Awa Simega, vous êtes de Kunafoni.com, un journal en ligne. Que pensez-vous de l'utilité de ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Dakar? Moi, je pense que ce sommet est important parce que je me dis que c'est en fait une continuité du sommet à l'Élysée qui s'est tenu l'année dernière, au mois de décembre également. Donc, je crois que c'est assez salutaire. C'est vrai que les recommandations prises et tout, il ne faut pas que ce soit un sommet comme tous les autres sommets qui sont passés, qu'on prenne des décisions, qu'on prenne des recommandations et après on n'agit pas. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'évaluer qu'est-ce qui a marché, comme il l'a dit, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on peut se prolonger dans le temps. Voilà, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que tout marche. Donc, il ne faut pas garder les recommandations dans le tiroir. Voilà. Alors, Ami B. Sissé, vous êtes de la radio Séné RFM. Que pensez-vous justement de ce sommet? Oui, merci beaucoup. Si vous le permettez, la radio Séné RFM est un modèle de co-entrepreneuriat entre le centre Séné et les réseaux Futur Média, composé de la radio Séné à Bamako et des Tropiques FM
à CAI 91.7 qui sont en train de diffuser cette émission. C'est notre apport. Ces mots feront plaisir, je l'imagine, à Abdoulaye Niang qui nous écoute. Bien sûr, normalement. Donc, pour revenir à votre question, je ne suis pas loin de mes deux prédécesseurs. Je pense que ces différentes réunions et ces différents sommets qui sont en train d'être organisés aujourd'hui un peu partout en Afrique et ailleurs ne nous sortent pas de l'ornière si toutefois les dirigeants africains ne prennent pas les choses par le bon bout. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher une solution extérieure, il faut d'abord chercher une solution interne. Moi, je crois que si on essaie de voir ces pays qui sont en train de se targuer de leur souveraineté et de leur intégrité et qui, malheureusement, n'ont pas les moyens, ce n'est pas facile à jouer. Pour pouvoir vaincre aujourd'hui, comme l'a dit le monsieur, moi je ne crois même pas que la région soit encore stable. Même si on enlève aujourd'hui la Libye, le Mali, le Niger, les autres pays dont on parle ne sont pas stables. Donc il peut peut-être dire que la situation risque d'être pire. Donc pour la stabilisation, les gens qui ont les moyens aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique, ça nous sommes sûrs. Et les Français de plus en plus sont à bout. Je crois qu'aujourd'hui, pour vaincre cette insécurité, il faut une entreprise multinationale composée de toutes les forces, de toutes les puissances de la terre pour venir à bout. Parce qu'on a vu le Nigeria, malgré sa puissance militaire, ne parvient pas à venir à bout de Boko Haram. Donc cela veut dire qu'un seul pays ne peut pas. Il y a longtemps que le président Amadou Toumani Touré l'a dit, Ibeka est revenu sur les mêmes propos. Je crois que c'est le statu quo si on ne change pas de fusil d'épaule. Alors, les États africains ont lancé un plaidoyer par rapport à la gestion justement de cette crise libyenne. Les États africains ont demandé une intervention de l'OTAN. Awa, nous voudrions bien connaître votre point de vue sur cette crise libyenne et cette intervention demandée par les États africains. Oui, je crois d'une part, ils n'ont pas tort. D'abord, ils devraient se donner la main comme ils l'ont fait en se réunissant, tous les 5 pays, notamment le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso. Et voilà. Donc, demander l'aide de l'OTAN, je crois d'abord qu'il faudrait qu'ils se concertent et que les armées de ces 5 pays-là se donnent la main d'abord et voir mettre en commun leurs forces, mettre une force en place. Maintenant, quand cette force sera en place avec les stratégies et tout, les autres États internationaux pourraient intervenir. Voilà. Okay. Alors, Youba, on vous sent un peu sceptique face à cette question. Est-ce que c'est un désaveu de la part des États africains de demander une intervention de l'OTAN en Libye? Oui, c'est clair que c'est un désaveu, c'est clair. C'est-à-dire que nous avons un problème. Nous qui? Nous, les Africains, nous sautons les préalables. Les préalables ici, c'est d'abord de former que les pays individuellement aient des armées. Je suis désolé, nous n'avons pas d'armée dans nos pays. C'est ça le préalable, puisqu'on dit qu'il faut se donner la main, c'est-à-dire que fusionner et agir en commun, agir ensemble. Mais qu'est-ce qui va agir ensemble? 0 plus 0 égale à 0, je suis désolé. Ce n'est pas la peine. Il faudrait d'abord que nos pays individuellement pris aient des armées. Si nous avons des armées, maintenant, pensez à l'étape suivante qui est de fédérer nos efforts à travers ces armées-là pour pouvoir donc agir de façon unique et intervenir et avoir des résultats. Je ne suis pas du tout d'accord. Oui. Awa n'est pas d'accord. Awa n'est pas d'accord, oui. Mais il y a un problème aussi. C'est qu'il y a un autre aspect par rapport au sommet de Dakar. Moi, je dis bien, je suis d'accord que l'on se réunisse, qu'on prenne des initiatives. Mais Awa a parlé du sommet de Paris. Le sommet de Paris, c'était toute l'Afrique, à ce que je sache. À Dakar, il y a un problème déjà de leadership. Les gens n'étaient pas d'accord que Macky Sall... Non, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas se leurrer, ça ne fonctionne pas. Parce que quand des initiatives s'entrechoquent comme ça, c'est des problèmes. Et vous voyez déjà si l'Union africaine elle-même... Pensez-vous que ces problèmes d'ego, en parlant de Macky Sall, pensez-vous que ces problèmes d'ego ternissent finalement l'image de l'Afrique? C'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de s'en tenir aux agendas officiels. Officiellement, il y a des initiatives qui ont été prises et auxquelles tout le monde a adhéré. Donc, pourquoi ne pas essayer de faire, agir à ce que ces initiatives-là d'abord aboutissent? Maintenant, si entre-temps on prend d'autres initiatives, lesquelles ne réunissent pas ou n'a pas, l'adhésion de tout le monde, il y a un problème déjà. Puisque s'il y a déjà des gens qui disent « Ah non, cette histoire, on se méfie », il y a un problème. Alors, Awa voulait réagir. Oui, je voulais réagir. Le fait qu'ils disent que nos États n'ont pas d'armée. Nos États ont bel et bien une armée. Ils ont des armées. Le problème, c'est que ces armées ont besoin... On laisse Awa aller. Au Mali, on parle de 5 000 à 6 000 hommes. Donc, nos États, en fait, ont besoin juste de renforcer leurs capacités.
on a besoin de renforcer la capacité de l'armée, les former régulièrement et les mettre tout le temps. Une formation continue. Continue, non-stop. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Famoussa. L'exemple type seulement de ce qui s'est passé récemment à Kidal. Kidal, vous savez tous que les événements de Kidal sont intervenus quand l'armée malienne... Vous parlez des événements de mai dernier? De mai dernier, quand la partie de l'armée malienne qui avait été justement mise à niveau par l'EITN, ce sont ces éléments-là qui étaient en mission à Kidal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était le désastre. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à Kidal? Vous allez nous le dire. Je vais vous le dire. Parce que les éléments du MNLA et leurs alliés ont attaqué nos chars et le blindé avec, comment dirais-je, des obus portatifs. C'est-à-dire que des engins qui n'agissent et qui ne sont efficaces qu'à 50-30 mètres, donc à bout portant. Ça, il faut du courage. Il faut du courage pour pouvoir faire sauter un engin blindé avec un portatif. Quel rapport avec ce qu'on dit? Parce que le rapport ici, c'est que c'est le cœur. Parce que ces gens qui sont, comment dirais-je, des bergers à la limite, pensez que sont venus à bout d'une armée qu'on avait mis à niveau. Et vous voyez les désastres, c'était la débandade. Tous sont partis. C'est eux qui avaient les blindés, qui avaient tout. Pourtant, ils sont partis. Vous pensez que les militaires africains manquent de motivation? Justement, le truc pratique est là. Alors nous allons justement observer quelques secondes de pause. Juste après, on donnera la parole à Amin Bessissé de la radio Séné RFM pour son avis sur cette dernière question de la première partie. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et sachez que depuis aujourd'hui, Studio Tamani a désormais lancé le grand dialogue sur le site web en images, sur YouTube, également sur notre page Facebook. Donc vous pourrez donc retrouver l'ensemble des émissions du grand dialogue sur la page Facebook de notre studio ou bien sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui avec les confrères de la presse pour débattre des questions d'actualité qui ont marqué l'actualité de la semaine. Nous avons vu tout à l'heure dans la première partie un volet consacré au sommet de Dakar, au sommet auquel prend part les chefs d'État de la CEDEAO, et nous avons vu comment est-ce que l'Afrique pourrait prendre en main la sécurité du Sahel. Donc, cette deuxième partie donc sera consacrée à l'éclatement au sein de la coordination des groupes armés dans le nord du Mali. Mais juste avant d'entamer cette deuxième partie, nous allons permettre à Amin Bessissé de la radio Séné RFM de réagir par rapport à la dernière partie de notre premier volet. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié la contradiction entre mes deux confrères. Mais ce que moi, je dirais, c'est que lorsque vous essayez de voir les armées, comme l'a dit Yuba, on ne peut pas dire qu'en Afrique, il y a des armées. Et même s'il y a réellement armées en Afrique, je ne pense pas que ces armées soient à même de pouvoir gérer ce problème de terrorisme, parce que ce n'est pas seulement l'Afrique aujourd'hui. On a vu ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Syrie avec l'État islamique. Ce n'est pas une question de puissance militaire. Il y a des systèmes qu'il faut mettre en place. Et comme je l'ai dit, ces systèmes, ce n'est pas seulement les puissances du monde qui l'ont. Il faut aussi la complicité des autres pays africains qui peut-être au fil des temps, peuvent essayer de juguler. On a vu l'armée camerounaise, on ne peut pas dire que c'est une petite armée, mais c'est une armée, on l'a vu, qui a souvent souffert et montré même les talons devant ces djihadistes. On a vu les Nigérians, comme je l'ai dit tout de suite. Donc ce n'est pas tout à fait une affaire de moyens, bien que dans la plupart des États, il n'y a pas d'armée, comme Yuba l'a dit. Mais même s'il y a armée, comme je l'ai dit tout de suite, ce n'est pas facile de juguler cette crise avec des gens qui utilisent la guérilla comme méthode. Ce n'est pas une guerre comme nous l'avons toujours connue, c'est une guerre asymétrique avec des attentats, avec des placements de mines. C'est très compliqué. Alors nous allons donc entamer cette deuxième partie, la coordination des mouvements armés du Nord Mali, composés du MNLA et de ses alliés. Voilà, au départ, plus d'une
plus d'une dizaine de membres aujourd'hui sont partis de cette coordination. Pour preuve, cette dissidence dénonce le manque de clarté et de la part de l'aile radicale de cette coordination. Et cette dissidence dénonce donc le radicalisme qu'il y a aujourd'hui par rapport à la dénomination de cette zone du Nord appelée Azawad, donc, et le fédéralisme réclamé par le MNLA. Alors, Youba, votre avis sur cette dissidence? Oui, justement, j'allais dire que c'est effectivement tout le problème que nous avons au Mali. Parce qu'au Mali, notre problème est double. D'abord, il y a les islamistes qu'il faut combattre et il y a les MNLA qu'il faut combattre. Et les MNLA utilisent un système de vases communicants entre son statut de mouvement autonomiste et mouvement politique et l'extrémisme. Et vous voyez, vous avez vu, tout le monde a vu, quand, comment dirais-je, l'armée française est intervenue et au moment où on allait attaquer Kidal, c'est les Français eux-mêmes qui ont demandé aux Touaregs que tous ceux qui ne sont pas pour le djihad de se démarquer. C'est là qu'un groupe est sorti pour aller créer un HCA. Pourtant, ils étaient tous djihadistes. Bon, vous comprenez que nous, notre problème dans cette histoire globale d'insécurité, notre problème est double. Parce que nous devons combattre autant les MNLA que les islamistes. Et c'est ce qui d'ailleurs complique la tâche de l'armée malienne et, comment dirais-je, des forces qui sont en présence ici. Et vous avez vu comment les Français eux-mêmes, à travers comment dirais-je, les deux journalistes ont payé de leur vie de cette ambiguïté qui est là, qui ne dit pas son nom. Les MNLA composés, tantôt ils sont extrémistes, tantôt ils sont mouvements politiques. C'est tout le drame du Mali, c'est ça. Et par rapport à, comment dirais-je, à la dissidence de certains mouvements, pour moi, c'est un non-événement. Parce que la réalité aujourd'hui, pour moi, vraiment, c'est un non-événement. Notre pays, ça fait plaisir aux gens quand on dit, c'est sûr que ça affaiblit les MNLA, ça va les obliger, n'est-ce pas, à adopter, comment dirais-je, mais pour moi, c'est un événement. Et le vrai problème dans cette histoire, c'est quoi? Ce n'est pas, tout le monde sait, on va signer un accord, c'est clair, en janvier, on va signer un accord. Mais ce n'est pas la signature de l'accord qui a une fin en soi, c'est ça le problème, moi je suis désolé, non. Puisque si dans 5 ans, dans 10 ans, on doit revenir dans la même histoire encore, rapatrier les gens, tuer les gens, non. C'est à ce niveau qu'il faut trouver la solution. Puisque signer un accord, là, ce n'est pas un problème, on en a signé déjà. On va en signer encore, et puis dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, c'est le même problème qui va revenir, les gens vont repartir. Voilà, c'est ça le problème. Pas de solution. Non. Alors, et dire que c'est toute une minorité de la... Vraiment, il va falloir à un moment donné que le Mali prenne ses responsabilités, que les gens discutent et qu'on trouve vraiment une solution définitive à cette histoire. Pas de l'extrémisme, ça va être compliqué puisque les grandes nations sont confrontées à ça, la Russie, tout le monde est confronté à ça. Si le problème ne se limite qu'à ça, c'est bon. Mais nous, notre problème est double. Nous avons les MNLA, nous avons les extrémistes. Il va falloir supprimer un. Alors, Awa, aujourd'hui, cette dissidence a-t-elle un effet quelconque sur la suite du processus de paix au Mali? Bon, c'est clair que ça... En fait, la dissidence, déjà, ça, il fallait s'y attendre, hein, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes buts, ils n'ont pas les mêmes ambitions. Déjà, le MNLA, eux, c'est la partition du pays qu'ils veulent. Les autres, eux, comme ils disent, c'est des extrémistes qui veulent imposer un islamisme qui ne dit pas son nom pour un pays qui est déjà islamisé. Donc là, cette séparation entre les deux jeunes, peut-être que ça peut jouer quelque chose dans les négociations, mais je ne pense pas que ça aura un aussi grand impact. Voilà. Alors, Ami Bessissé. Mais moi, je crois que c'est pratiquement la même chose. Mais le MNLA et puis le HCA ont des accointances qui ont déjà fait leurs preuves. Nous l'avons vu avec les événements du 17 et 21 mai. Ils ont combattu ensemble l'armée malienne. Mais si aujourd'hui ils ont décidé de se séparer, je crois que, comme il l'a dit, c'est surtout le MNLA qui va être affaibli. Parce que malgré le soutien aujourd'hui qu'ils ont de la France, le fait que ces gens-là se sont désolidarisés de ce mouvement, ça va leur permettre aujourd'hui de faire profil bas et peut-être dans la même direction que pratiquement les autres groupes armés qui ont compris qu'à un certain moment donné, il faut revenir à la raison. Alors du coup, une nouvelle coordination prend forme au sein de cette coordination. Youba, que peut-on dire par rapport à à la notoriété de cette nouvelle dissidence?
Moi, vraiment, je ne suis pas dans cette logique. Ce que ces gens-là font de leur côté, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Si moi, j'ai des trucs à dire, c'est au gouvernement malien. C'est au gouvernement malien. Mais cette dissidence, par contre, soutient la feuille de route. Bon, le gouvernement trouvera les moyens de les ménager, mais de toutes les façons, pour moi, c'est les mêmes. Vraiment. Puisque c'est des gens qui ont tous tué ensemble. Des Maliens, quoi. Ils ont tous tué ensemble. Mais l'heure aujourd'hui est au dialogue, l'heure est à la réconciliation. Allons-y au dialogue, il faut qu'on aille au dialogue. Mais maintenant, j'interpelle le gouvernement, j'ai dit au gouvernement vraiment de se focaliser sur ses objectifs et de ne pas perdre ses objectifs. Déjà, la grande ligne est gagnée. On ne parle plus de fédéralisme, on ne parle plus d'autonomie. Bon, les gens et le président de la République en tête, tout le monde dit non, les lignes rouges sont fixées. Si on ne parle plus de fédéralisme, s'il n'y a pas d'autonomie, donc tout le reste est permis. Non, Youba. Donc maintenant, cette dissidence prend en compte certaines remarques, comme vous dites, les lignes rouges du gouvernement. Oui. Est-ce que cette dissidence, faut-il encourager ce genre d'initiative à aller vers cette feuille de route proposée par la médiation? Oui, justement, comme on n'a pas d'alternative, on sera peut-être obligé de faire avec. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la ligne rouge, là, ça dit que sur l'indépendance, l'autonomie, on peut appeler ça comme le fédéralisme, était l'approche de la France ou de la communauté internationale. Mais on aurait fini avec ça depuis longtemps. Mais tout le problème de la rébellion au Mali, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'assises populaires. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Puisque la victoire militaire était acquise. Les événements des mai de Kidal, c'était fini. L'indépendance était acquise de fait, puisqu'il y avait une victoire militaire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'assises populaires. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui, qui se battent, qui ont les armes et qui sont... Ils n'ont pas de base populaire. Donc vous pensez que la réinsertion politique sera difficile? Très compliqué, puisque vous voyez déjà dans les accords, quand vous vous amusez à feuilleter, on change même les quotas d'élection de députés, comment dirais-je, dans certaines circonscriptions, pour qu'ils aient plus de députés qui ne soient pas proportionnels au nombre de populations. Et donc, de façon, comment dirais-je, comment on appelle ça? Anarchique. Non, anarchique, non. De façon... Favorite. Voilà, on favorise un peu, comment dirais-je... Vous pensez qu'il y a du favoritisme? Non, je ne le pense pas, il y a du favoritisme, parce que le découpage qui est prôné va faire que un certain nombre de députés va être élus au nord, sans qu'il y ait... sans que ça ne soit proportionnel au nombre de populations admises de façon globale dans l'ensemble du pays. Donc c'est déjà... Bon, nos politiques, nos dirigeants disent que tout ça est permis si la ligne rouge là est. Et moi je pense qu'on sème encore les graines, puisque ce sont ces faveurs-là qui ont créé des problèmes. Ça va continuer à créer des problèmes et on est là. Et la ligne rouge n'est pas franchie, tant mieux. Alors, Amin Bessissé. Oui, justement, pour encore appuyer ce qu'il est en train de dire, on essaie de voir, lorsqu'on nous dit 30 000, disons, on dit qu'au Mali, il faut 60 000 personnes pour avoir un député. Et que les régions du Nord, Gao, Tombouctou et Kidal, on leur dit, bon, il faut avoir 30 000 personnes pour avoir un député. Moi, je crois que demain ou bien après-demain, ça peut amener un problème vers le sud. Parce qu'apparemment, on n'est pas en train de prendre les régions au même pied d'égalité. Donc, et puis concernant cette dissidence, on sait que les groupes armés de façon générale, même ceux qui la dernière fois ont apprécié et approuvé ce que le gouvernement a dit, on dit qu'il ne faudrait pas qu'on réinsère les combattants de ces mouvements. Alors que l'État malien s'apprête à faire ça avec le MNLA et peut-être le HCA. Donc cela veut dire qu'à un moment donné, il y aura un choc idéologique et je ne dirais pas que tout de suite l'accord est acquis entre ces différents groupes armés entre l'État malien. Alors, entre-temps, une triste nouvelle est apparue dans le nord. Le patriarche de Kidal, le vieux Intala, comme on l'appelait, est décédé. Awa, pensez-vous que ceci aura une incidence quelconque sur la suite du processus de paix? awa.nofoni.com. Oui, quelque part, ça aura une incidence parce que c'était un vieux quand même qui était très écouté, aussi bien par les Touaregs que par le gouvernement du Mali. Donc, il était au cœur même du processus de paix, voilà, au Mali. Donc, je crois que c'est une véritable perte, aussi bien pour le Mali que pour la communauté internationale. Youba. Bon, par rapport au vieux Ntala, bon, vous savez, hein, les choses sont compliquées dans ces pays-là. Les gens, on joue les trucs, quoi. Puisque le vieux Ntala, tout le monde le sait, bon, c'était lui le problème. En même temps la solution, mais l'autre phase, il ne l'a jamais utilisée. Vous voyez, laquelle? Oui, c'est-à-dire que l'influence qu'il a pour pouvoir...
c'est l'impression où, moi, j'ai même, je le disais tout de suite en coulisses à Awa, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas depuis quelques années que ce monsieur a perdu sa tête? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu affirmer une position très claire par rapport aux différentes questions qui sont posées. Pourtant, les gens, à la limite, l'adoraient, quoi. Tous les officiels maliens qui partent à Kidal, leur première préoccupation, c'est de voir Intala. Bon, je l'ai aussi dit à Awa, j'ai dit, peut-être qu'il y a des choses là-dedans que nous, on ne nous dit pas. Moi, de mon regard de profane, vraiment, ce décès n'est vraiment pas une perte pour le Mali. Il était versatile, tu veux dire. Ami Bessissé. Ben moi, je crois que, contrairement à mes deux prédécesseurs, ou bien disons, souvent je suis d'accord avec Hawa. Bon, de toutes les façons, moi, je crois que c'est une perte, non seulement pour la communauté touareg, mais aussi pour l'issue de ces négociations. C'est un homme qui, depuis 1962, est au cœur et au centre de tout ce qui se passe. Et on ne sait pas quel pacte il aurait conclu avec les éléments qui l'entouraient. Si toutefois il leur a dit de ne jamais céder, de ne jamais être d'accord, ça va être un problème parce que généralement les Touaregs, ils meurent avec leurs convictions. Comme lui, il est en train de mourir avec sa conviction. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un lorsque la personne défend bec et oncle une position. Donc si il était au début, au milieu et que malheureusement il ne participe pas à la fin, je me dis que même s'il y a accord, ça ne sera peut-être que de façon éphémère parce que les Touaregs, n'oubliez pas, c'est des gens qui aiment trop se venger et ça risque de ressurgir aussitôt. Awa, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Yuba. Ouais, bon, si c'est certainement du Nord, il comprend plus les réalités. Moi, je l'ai dit, de mon regard de profane, puisque j'ai compris que souvent on s'accroche à des détails. C'est-à-dire que la dernière fois, quand il y a eu la crise avant le coup d'État juste, et parce que le vieux Intala aurait permis quand même que soient libérés, il était déjà un héros. Bon, pour moi, non, le problème, il est... Parce que son fils, c'est le président du HCA, qui est de la ligne dure quand même. Et qu'il a suivi son fils. C'est voilà, là que qui son est de la ligne dure. Encore sur la même position que le vieux qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Et le MNLA et le HCA qui viennent tout de suite de se séparer va encore entraîner, même si ce n'est pas avec le gouvernement, c'est très difficile que ces gens-là cohabitent ensemble parce que réellement ils n'ont pas la même conviction, même si souvent ils se sont mis ensemble pour combattre. Alors qui pourra remplacer le patriarche? Ben, il faut être devin pour le savoir. Je ne vois pas. Mais officiellement, ils disent que c'est son fils qui les remplace. Hein? Officiellement, on a dit que c'est Intala qui les remplace. Oui, mais en réalité, est-ce que son fils aura le même notoriété. poids? Voilà, Ouais, ça, c'est un autre problème. Nous, on ne s'occupe même pas de ça. Mais on dit que c'est lui qui va le remplacer. Donc, on s'en tient à ça. Nous allons observer quelques secondes de pause et je vous rappelle que vous suivez en ce moment le forum de la presse qui remplace le débat du Parlement. Nous serons là pour la troisième partie consacrée au virus Ebola. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le secrétaire général des Nations Unies a débuté hier une visite en Afrique de l'Ouest pour visiter un peu les pays touchés par le virus Ebola. Après la levée de suivi des 13 personnes placées en observation au Mali, le gouvernement a confirmé la fin de l'épidémie Ebola au Mali. Alors, suite à cette fin annoncée de l'épidémie Ebola, faut-il croire ou bien faut-il baisser la garde par rapport à ce virus? Pour en parler, nous avons 3 invités. Awa Simega du journal en ligne kunafoni.com, Yuba Konaté du journal Zénith Balé et Ami Bessissé de la radio Séné RFM qui sont là avec nous pour nous parler donc de ce sujet. Alors Yuba, faut-il baisser la garde face au virus Ebola? Oui, certainement que non. Certainement que non. Mais moi j'ai peur. Parce que, bon, oui, j'ai vraiment peur. Parce que du Mali. J'ai vraiment peur des Maliens, des comportements des Maliens, puisque les gens... Décidément, vous n'êtes pas optimiste, Yuba. Je suis désolé, je ne fais que dire ce que je pense, vraiment. Je ne dis que ce que je pense. Ce que je dis là vient de mon cœur. Puisque je connais bien ce pays, quoi. Je vois les gens sont tellement négligents ici que si un cas même pouvait rester comment dirais-je, c'est-à-dire que si on pouvait avoir un cas en soins. Voilà, c'était même mieux encore qu'on dise qu'il y en a un cas. Pour garder la hantise, pour que les gens continuent à se méfier. Vous pensez que ce n'est pas suffisant d'avoir autant de morts? Non, je pense, moi, sincèrement, je pense que les gens ici
vous allez voir dans une semaine, dans 2 semaines, on ne va plus parler d'Ebola. Même les officiels, ils ne vont plus parler d'Ebola. Comme si c'est fini. Alors que cette crise, cette situation, tant que ce n'est pas fini en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, ce n'est pas encore fini, c'est clair. Mais on est resté combien de temps ici avant qu'on ait les premiers cas? Plus de presque 1 an, le Mali n'avait pas connu de cas. En tout cas, depuis le début de la première crise en Guinée, on n'a jamais eu de cas. Mais 1 an après, on a eu un cas qui était venu de Caille ou bien la petite fille de Caille. Mais au moment où on allait dire que ouais, c'est fini, il y a eu un autre cas. Maintenant, vraiment, il faut beaucoup se méfier. Ah ouais. Non, moi, je pense plus optimiste que Yuba quand même. Absolument, parce que le Mali est vraiment sur la bonne voie. Les Maliens au départ n'ont pas pris très au sérieux la chose, aussi bien la population que les autorités, parce que le cordon sécuritaire n'était pas aussi au point. Mais finalement, le gouvernement du Mali, notamment le chef de l'État, les partenaires techniques et financiers et tout l'ensemble du gouvernement, ils ont vraiment pris conscience de la gravité de la situation, d'où la création du centre opérationnel d'urgence, avec à sa tête le professeur Sambasso qui effectue vraiment un travail qui est à saluer. Même au niveau des cordons sanitaires, on constate aujourd'hui que les dispositifs sanitaires, c'est vrai, au départ, c'était pas au point, mais maintenant, je crois que la surveillance est... Yuba vous suit avec intérêt. Juste avant de lui passer la parole, je vais donner la parole à Ami Bessissé de la radio Séné RFM. Votre avis sur cette fin annoncée du virus Ebola au Mali? Moi, j'aurais aimé vraiment qu'on ne dise pas cela, parce que je pense que c'est une communication gouvernementale pour un régime qui est pratiquement aux abois. C'est une façon d'engranger quelques points. Sinon, cette crise, disons, cette épidémie, depuis qu'elle a commencé jusqu'au jour où on est en train de dire qu'elle est finie, il s'est passé énormément de choses. Mais ce que le Mali a fait, c'est la même chose que le Nigeria a fait, c'est la même chose que le Sénégal a annoncé également. Mais écoutez, prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont aussitôt... Le Nigeria. Mais non, je suis en train de parler de ces pays qui sont proches de nous. Le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire n'a même pas enregistré de cas. Mais le Sénégal a pris automatiquement des mesures qui ont fait qu'il n'y a pas ici ce qui s'est passé ici. Au moins, quand même, il y a eu des morts. Et jusqu'à présent, on ne sait même pas ce qui s'est passé au niveau de ces personnes qui sont impliquées aujourd'hui. Parce que dans ce pays, on ne fait que parler d'enquêtes, des enquêtes qui n'aboutissent jamais, qui restent toujours dans les tiroirs. Parce qu'il faut qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Il y a eu des médecins qui sont morts, il y a eu des cliniques qui sont impliquées. Il va falloir que le peuple malien sache ce qui s'est passé. Là, au moins, on peut comprendre et peut-être prendre le temps de se prévenir. Voilà, justement. Donc, aujourd'hui, la population, depuis que la maladie est venue jusqu'à sa fin, encore, il y a des gens qui n'ont pas cru. Certains continuent jusqu'à demain à se saluer, à s'embrasser, pas dans le sens où vous l'imaginez, mais jusqu'à présent, ils ne croient pas trop à la maladie. Ce ne sont pas ces petites méthodes-là, souvent, qui peuvent calmer la population. Moi, il ne faut pas tomber dans l'hystérie aussi. Non, pas du tout. Oui, mais quand même, moi, je fais partie de ces gens à un moment donné qui avaient vraiment peur. Mais je sais Vous n'avez plus peur? Bon, pas trop, parce que le gouvernement est en train de dire quelque chose qui fait que tout le monde doit être tranquille. Même pendant que ça s'enflammait, on disait aux gens d'être calmes, d'être tranquilles. Eh bien voilà, moi je crois qu'il faut aussi féliciter le gouvernement parce que quand même, c'est un système qui est mis en place et qu'on soit d'accord que vraiment des efforts ont été consentis. Comme l'a dit Loni, il faut féliciter le gouvernement. Mais il va falloir qu'on dise ce qui s'est réellement passé. Êtes-vous d'accord, Yuba? Oui, il y a un problème quand même. Il a dit qu'on parle d'Ebola, il dit que le gouvernement est aux abois. Moi, je ne fais pas trop là. Mais moi, je suis vraiment d'accord que vraiment... C'est sûr que le gouvernement malien, s'il y a eu déjà des cas, des personnes contactent, tout, et qu'on en soit aujourd'hui à une situation de zéro cas, vraiment, c'est sûr qu'il faut saluer les gens. Ce que j'ai voulu dire, j'ai dit, nous nous connaissons tellement qu'on s'est dit qu'il faut vraiment se méfier. Puisque les Maliens sont tellement négligents. D'abord, puisque dans toute cette situation, il y a des gens encore jusque-là... Vous leur parlez, ils vous entendent de cas à Kidal. Clairement. Il y a des gens qui jusque-là ne croient même pas à cette épidémie, qui disent que c'est encore une invention des Blancs, des trucs. Voilà. Mais ça, c'est des gens qui sont très dangereux.
qui ne croient même pas, au fait. Et je là, suis d'accord justement, avec Cissé sur un autre point. Il va falloir, pour le deuxième cas de contamination, il va falloir qu'on fasse le point. Qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé réellement, puisqu'il y a eu tellement d'informations, tellement de rumeurs. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il faut que les officiels, officiellement, nous disent qu'est-ce qui s'est passé. Et s'il y a faute, qu'il y ait sanction. Sans ça, on ne s'en sort pas. C'est vraiment le problème. Face à cette recrudescence, à cette fin annoncée du virus Ebola, faut-il aujourd'hui laisser croire que les autorités sanitaires vont baisser les bras, Awa? Non, il ne faut surtout pas baisser les bras parce qu'il faut toujours être en situation d'alerte. Parce que les 2 cas qui ont occasionné les autres cas d'Ebola au Mali, c'était des cas importés qui venaient de la Guinée. Et là, je crois qu'il faut vraiment renforcer le cordon sécuritaire à ce niveau-là. Et là, il y a beaucoup encore, malheureusement, qui ne croient pas à l'existence d'Ebola. Et je pense que le gouvernement doit mener une campagne accrue de sensibilisation pour sensibiliser jusqu'à présent. Parce que les campagnes qui sont menées actuellement, c'est bien, mais je crois qu'il faut accentuer encore et améliorer cette campagne-là. Et puis, surtout, les personnes qui sont guéries, il faut qu'on lutte contre les stigmatisations. Parce qu'elles sont vraiment victimes de stigmatisation. Et même les personnes, ceux qui sont décédés de ces virus-là, leurs familles sont complètement isolées. Et parce qu'on les taxe, on dit il y avait Ebola ici, il y avait Ebola ici. Donc, c'est la désinformation, parce que les gens ne connaissent pas, comment dirais-je, les modes de transmission, ils ne savent pas. Il faut donner les informations, les bonnes informations. Je pense que Marcatier a du boulot, il doit vraiment s'évertuer. Le conseiller à la communication du ministère de la Santé. Il ne faut pas que ça se limite seulement au ministère de la Santé, au conseiller à la Oui, communication. mais c'est le ministère de la Santé qui va qui est le relais. Il faut pas seulement, il faut que tout le monde, en fait, toute la population prenne conscience de cela, que ce soit les médias, aussi bien dans tous les médias, que les médias vraiment s'impliquent vraiment dans cette campagne de communication. Studio Tamani l'a déjà. D'accord, moi je crois que comme ils l'ont une nouvelle fois dit, chat échaudé craint l'eau froide. Après tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on va être obligé de nous méfier. Mais comme il a aussi dit, la stigmatisation, nous avons fait au niveau de la rédaction un reportage à Nyarela, disons à Bagadadji, là où il y a eu les premiers cas. Et c'est des personnes qui se sont senties vraiment stigmatisés. Les gens du quartier viennent les regarder. C'est ici, c'est dans cette maison qu'il y a la maladie. Personne ne paye plus absolument rien avec eux. Et là, je crois que le gouvernement aurait dû trouver un autre moyen d'isoler ces gens que d'aller faire ça au centre de leur quartier où ils deviennent des tristes, comment on appelle, un triste spectacle. Là, je crois que nous avons une équipe vraiment active de coordination qui sur le terrain, notamment l'équipe du professeur Sambasso, qui, malgré les actions qu'ils sont en train de mener, je crois qu'ils doivent redoubler d'efforts pour que vraiment la situation soit maîtrisée. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, tant que la Guinée, nos pays voisins ne sont pas tranquilles avec Ebola, nous ne serons jamais tranquilles avec Ebola. Il faut que Ebola soit éradiqué de ces pays-là pour que nous soyons convaincus qu'il n'y aura pas plus d'où le maintien de ces cordons sécuritaires. Alors Yuba, vous parliez tout à l'heure d'une enquête plus approfondie par rapport au deuxième cas d'infiltration du virus Ebola. C'est que les autorités nous ont d'ailleurs promis. Ils ont promis. Alors, pensez-vous que dans les pays affectés, par exemple, on agisse de la sorte? Non, je ne pense pas. En Guinée, au Libéria, l'ampleur de la situation est telle qu'ils ne sont pas au niveau d'enquête. Alors, pensez-vous qu'on doit faire cela au Mali? Je pense qu'il faut le faire pour qu'au moins on sache ce qui s'est passé et s'il y a une faute, qu'il y ait sanction. S'il n'y a pas une faute, qu'on donne l'information aux gens, qu'on sache ce qui s'est passé. C'est tout ce que nous demandons. Puisqu'il y a eu énormément, vous avez certainement appris des rumeurs, on a dit que ce sont des gens que le malade aurait payé 13 millions, de toutes les façons il y a des trucs qui sont bizarres là-dedans, puisque le malade quand il est venu, il a été d'abord caché, des trucs. On veut comprendre, qu'on nous donne la bonne information, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il y a un cordon sanitaire, comment un vieux qui aurait été transporté par ambulance est-il parvenu à traverser? Voilà, tout ça, c'est... Parce que déjà, moi, j'ai compris qu'il était déjà au lit. Donc, ce que les spécialistes disent, déjà que vous êtes au lit, la maladie est vraiment très facile à détecter. Mais comment il a pu transporter tous ces trucs-là? Parce que imaginez-vous un seul instant, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, tout a commencé par un seul cas. Alors, pensez-vous aujourd'hui qu'il faille mettre un programme en place pour justement protéger les personnes qui ont guéri ou bien dont les familles ont souffert de ce virus? Certainement. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tous les aspects
de la lutte contre cette maladie, tous les aspects. En amont, en aval, tout. Il faut prendre en compte tout. Puisque tant que la maladie va être au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, il va falloir que les Maliens continuent à agir comme si la maladie était à Bamako. C'est très clair. Donc, il va falloir que le gouvernement réfléchisse avec ses partenaires qui trouvent, n'est-ce pas, les moyens pour pouvoir agir sur tous les aspects de la maladie. Mais nous avons un petit avantage sur, comment dirais-je, le virus Ebola. Laquelle? C'est que les Maliens, malgré qu'ils ne croient à rien, malgré que les gens soient négligents, ils ont peur de la mort. Vous n'imaginez pas un seul instant la psychose. Vous vous contredisez, Yuba. Non, pas du tout. Parce que les gens, ils oublient. Ils oublient facilement. Au bout de 2 semaines, quand on va dire que non, il n'y a plus de virus Ebola, toutes les anciennes habitudes, les anciennes habitudes vont revenir. Je vous le jure. Attendez, vous allez voir dans 2 semaines. Oui, mais le virus Ebola ne va pas rester éternellement, Yuba. Même ce soir, il y a des gens qui ont voulu me tendre la main et me dire que non, on dit que Ebola est fini. Donne-moi ta main. J'ai dit non. Voilà. Justement, je crois que les gens qui ont été mis sous quarantaine, qui ont été guéris aujourd'hui, il faut qu'il y ait un réconfort moral. Parce que ce n'est pas facile aussitôt de revenir après tout ce qui s'est passé. Parce que souvent, c'est contre leur gré qu'on les a pris, qu'on les a internés après tout ça. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement leur vienne un peu en aide et que voilà, on puisse leur permettre d'être comme ils étaient auparavant. Maintenant, par rapport à ce que Yuba dit, il a raison. Moi, je crois que je l'ai dit tout de suite, il y a des gens, depuis qu'on a parlé d'Ebola jusqu'à aujourd'hui, n'ont cessé de tendre la main parce que c'est malien, quoi, le fait de tendre la main, de se s'allier. Mais si on vous dit que c'est une maladie qui va l'empêcher, c'est aussi difficile à comprendre. Absolument. Alors, un mot, Awa. Vous êtes Awa Simega de kunafoni.com. Un mot pour les mamans? Pour les mamans? Face à ce virus? D'accord, il faut que les mamans, d'abord à la maison, sensibilisent les enfants. Laver les mains au savon tous les jours, il faut inculquer ça dès la maison. Voilà, donc quand l'enfant est dehors, ça va, il va l'appliquer. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission, le forum de la presse qui a remplacé le débat du Parlement, un forum de la presse dont le contenu était le suivant. Voilà, nous avons parlé du sommet de Dakar consacré à la sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest, la sécurité du Sahel, et nous avons également évoqué la dissidence au sein de la coordination des groupes armés du Mali, et enfin nous avons parlé du virus Ebola, de sa fin annoncée au Mali. Nous étions avec les confrères Awa Simega de kunafoni.com, Yuba Konaté d'Inter de Bamako et de Zénith de Bamako, et nous étions également avec la troisième personne, Amibé Sissé de la radio Séné RFM. Je suis Famoussa Sidibé, Sidumbo était à la technique, Peting Diara était à la régie vidéo, Ousmane Djadjetouré et Rukia Danyogo ont réalisé cette émission. Vous aurez à partir de la semaine prochaine une série de rediffusions de nos grands dialogues spéciaux dans cette tranche consacrée au grand dialogue. Nous vous disons bon week-end, bonne fête et à très bientôt. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.